Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. La formule est un petit peu galvaudée, mais je suis vraiment ravi de vous retrouver ce matin pour répondre à vos questions sur la CSRD. Ça fait quelques mois qu'on a commencé à aborder ces sujets avec certains d'entre vous et des problématiques sont ressorties, des questions de nos échanges et on se propose ce matin de répondre à certaines d'entre elles. Pour ce faire, je me suis bien entouré puisque j'ai la chance d'être accompagné ce matin par Martine Léonard, présidente de la Société française des analystes financiers, par Catherine Serre, associée Sustainability chez Deloitte France, par Romain Gorge, directeur du reporting extra-financier chez Bureau Veritas, et par Thomas Verdun, président XBRL Europe et directeur associé BMA RegTech. Avant de démarrer, quelques messages personnels, enfin un message en particulier, pour vous dire que nous avons cet été fait une étude sur les pionniers qui ont anticipé l'exercice de la CSRD et que cette étude vous sera proposée au téléchargement à la suite de cet événement. Donc, vous pourrez vous inspirer des 30 sociétés, plus particulièrement, qui ont fait ce premier pas vers la CSRD. J'aurai quelques données chiffrées à vous donner tout au long de ce webinaire. Mais sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première question qui nous a été remontée, qui est la suivante. Notre entreprise est très engagée, mais on ne peut plus le dire dans le rapport de durabilité. Où est-ce que je vais valoriser mes actions désormais? Romain, vous qui avez fait l'exercice l'année dernière, je vous donne la parole sur le sujet. Comment est-ce que vous avez répondu à cette problématique? D'abord, bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est effectivement une question qu'on s'est posée. Nous, on a entrepris l'exercice il y a à peu près un an maintenant. Dans la mesure où le nouveau format de rapport diffère assez largement de l'ancien, il était question de savoir où nous allions désormais stocker les informations qualitatives qui n'allaient plus être prises en compte dans le cadre de la CSRD. On a identifié pour notre part des canaux de communication un peu alternatifs que sont notamment notre site web dans lequel on décline assez largement nos engagements, nos politiques en matière sociale, environnementale, cybersécurité sur des thématiques assez précises qui nous permettent de les décliner hors rapport. En gardant à l'esprit que la CSRD met l'accent sur une communication objective basée sur des faits plutôt que des déclarations générales d'engagement. Donc on avait vraiment dans l'idée de scinder ces deux éléments. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Martine, je me permets de me tourner vers vous. D'un point de vue lecteur, d'un point de vue analyste, comment est-ce que déjà vous comprenez ces choix et comment vous anticipez cette rupture finalement entre la DPEF et le rapport de durabilité? Alors, réellement, c'est une question que l'analyste ne s'était pas posée parce que le principe de l'analyste, c'est de lire tout ce qu'on lui propose. Évidemment, les reportings obligatoires et puis aussi le site Internet. Donc, je confirme les choix de Romain. Ce que je peux ajouter, c'est que si ces engagements si on peut tenir vraiment ces engagements, il y a le mot du président dans lequel on peut dire un certain nombre de choses. Et là, il y a une dimension politique, donc pour nous, c'est un point important. Et puis, ça peut faire partie aussi de la remise en perspective du rapport de gestion. Absolument, puisque ça fait partie du rapport de gestion, il ne faut pas l'oublier. Catherine, Thomas, si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Et vous tous aussi qui nous suivez, n'hésitez pas, vous avez un chat sur lequel vous pouvez réagir à ces différentes prises de parole. On n'a pas prévu de session de questions-réponses à la fin du webinaire parce qu'on s'est dit que a priori, avec toutes les questions qu'on avait, l'heure allait être bien remplie. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les poser parce qu'on anticipe déjà un épisode 2 de ce format.
en parlant d'épisode 2, je passe à ma question numéro 2. Comment articuler les informations ESG sur tous mes supports? On en parlait un petit peu. Et éviter les répétitions entre justement ces différents supports ou ces différentes parties du document. Thomas, je me retourne vers toi. Comment on fait pour s'y retrouver? Alors, comme Martine l'a dit un peu, on peut communiquer à plusieurs endroits, mais moi, je viens aussi avec la casquette de la partie obligation de publication digitale de ce nouveau rapport de durabilité. Et c'est peut-être l'avantage du rapport de durabilité, c'est qu'une fois qu'on a, entre guillemets, identifié une information, elle peut être extraite par différents acteurs et par différents moyens, ou elle pourra être extraite par différents acteurs et différents moyens. Et donc, la partie digitalisation permet de justement s'assurer qu'en mettant l'information claire à un endroit, elle puisse être accédée facilement et directement par les différentes personnes qui la cherchent. Donc, ça devrait permettre d'éviter les répétitions, d'essayer de les mettre partout, puisque, comme Romain l'a dit aussi, on capitalise l'information à un endroit, et un endroit qui est d'autant plus accessible. Après, les normes prévoient quand même, et ça peut amener la confusion, par exemple sur la gouvernance en particulier, de répéter l'information à plusieurs endroits. On reparlera plus tard, ça, j'en suis sûr, du digital, mais c'est peut-être et l'obligation de respecter un peu le formalisme et l'ordre de la norme, mais c'est peut-être sur ces choses-là où, là aussi, on commence à utiliser, où le régulateur a commencé à penser à donner un peu de flexibilité sur le meilleur endroit où positionner l'information et avoir là un peu plus de flexibilité. Donc le mieux, c'est petit à petit, on va dire beaucoup, classer les choses et l'expérience va aider. Et je pense, parce que je représente cette partie-là, l'utilisation digitale va aussi guider des pratiques pour qu'on aille le plus directement à l'information. Mais c'est quelque chose qui prend un temps d'apprentissage, il faut en être conscient, donc il y aura de la répétition au début. On a vu dans notre, merci Thomas, on a vu dans notre étude de ces 30 sociétés qui ont fait le premier pas qu'il y avait en moyenne 11 renvois dans le chapitre rapport de durabilité. Romain, est-ce que c'est un outil que vous utilisez déjà, ce renvoi justement entre les différentes parties pour éviter ces répétitions? Oui, tout à fait. Déjà, je voulais rebondir sur le lien qu'il y avait également avec la première question. La manière dont on a procédé, commencer par une hiérarchisation de l'information. Donc, on a identifié 3 canaux principaux en ce qui nous concerne pour la communication ESG. Pour respecter le cadre un peu normatif, on a effectivement le rapport de durabilité, la CSRD. On a notre site web, je vous parlais d'engagement, de politique. Et on a également les réseaux sociaux qui ont plus pour but de communiquer sur une actualité, des initiatives spécifiques ou ponctuelles. Pour ce qui est du rapport de durabilité, effectivement, il a été question de s'asseoir avec toutes les parties prenantes, tous les contributeurs, et de décider où devait être priorisée l'information, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et où est-ce qu'on faisait des rappels. Donc ça a nécessité de fait un alignement préalable pour éviter des répétitions. Encore une fois, donc on a 3 canaux. Il ne faut pas se sentir juste contraint par le rapport de durabilité, pensant qu'on est limité dans la communication de nos engagements. Vous avez vraiment 3 canaux, peut-être plus. D'ailleurs, nous, on en a 3 vraiment distincts. Le rapport avec une information détaillée, des données qualitatives, quantitatives, des analyses approfondies. Le site web qui peut servir de support à une présentation générale des politiques ESG et les réseaux sociaux qui vous servent à communiquer sur des initiatives qui vous semblent importantes de partager. Et sur le sujet justement donc ça c'est plutôt les 3 canaux différents. Si on se concentre sur le canal du rapport de durabilité et de l'URD, ça c'est quelque chose qui est assez important de notre point de vue en tout cas, c'est que les directions se parlent entre elles. On voit que 50% de ces renvois dans notre étude sont entre le rapport de durabilité et les risques. On a parlé de la gouvernance, mais il y a quand même plusieurs parties du rapport où on a ce risque de répétition. J'imagine que quand vous parliez de réunir toutes les parties prenantes, c'était ça aussi, de parler aux autres contributeurs de l'URD pour savoir où est-ce qu'on mettait la bonne information. Absolument. La principale étant évidemment la direction juridique, puisque c'est celle avec laquelle on a le plus de redondance dans le rapport. Tout à fait. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à notre 3e interrogation du jour, qui est une interrogation assez générale. En année 1,
tout ce que je veux, c'est être conforme. Est-ce que ne présenter que des textes et des tableaux, ça suffit ? Martine, vous qui avez participé aux consultations de l'EFRAG sur ces textes, est-ce que ça vous paraît cohérent comme démarche de se dire texte et tableau, on est bon pour une première année? Alors, on est bon pour une première année, certes. Alors, ne retenez pas l'expression, mais néanmoins, ne faites pas trop bonnet de nuit. Il n'est pas interdit de mettre des graphiques, quelques petits schémas, une photo pour agrémenter. Disons que les graphiques, ça permet aussi de bien comprendre certaines choses, surtout dans certains schémas, dans certains sujets du rapport de durabilité. Je pense par exemple au plan de transition. Bon, c'est peut-être aussi bien d'avoir aussi un schéma ou deux, voilà. Mais texte et tableau, c'est bien, mais pourquoi se limiter à la conformité? Allons un petit peu au-delà, parce que vous ferez mieux passer vos messages. Merci Martine. Donc là, on parlait plutôt du point de vue d'un lecteur, d'un point de vue auditeur. Catherine, quel est votre point de vue sur le sujet? Et je me permets une petite digression parce que c'est un sujet que j'ai envie d'adresser. Dans la norme SRSA, on parle de compréhensibilité. Est-ce que c'est ça la compréhensibilité? C'est d'aller un tout petit peu plus loin que la norme pour qu'on puisse comprendre la stratégie, le message général de ce rapport de durabilité? Non, je ne peux qu'acquiescer, c'est-à-dire que bien sûr on est dans un exercice de conformité, mais on est avant tout dans un exercice qui se veut utile et pertinent pour les parties prenantes en fait. Donc oui, il faut répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires, et là c'est la commissaire aux comptes qui parle, mais si on veut que ça fonctionne, si on veut réussir à mobiliser en interne sur ces projets et démontrer, valoriser tout ce qui est fait par rapport à l'externe, il est essentiel de rendre ce document aussi communicant. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Donc, oui, il y aura des tableaux, oui, il y aura un certain nombre d'informations narratives, mais d'intégrer des photos, comme on vient de le souligner, des infographies, c'est aussi important. Il ne faut pas sous-estimer ce temps. On le voit, nous, sur un certain nombre de projets chez des clients qu'on accompagne, où on est sur une approche, au départ, très technique. Il faut anticiper ces temps de formalisme, de mise en page, d'infographie, pour être sûr que ce document qui sera publié dans le rapport de gestion sera aussi utile par rapport aux collaborateurs dans une démarche de marque employeur, par rapport aux investisseurs. Et au-delà de fait de cette question de présentation, de forme, c'est aussi de se poser la question d'avoir un rapport qui puisse être utile indépendamment du rapport de gestion. Donc vraiment un rapport stand-alone, et ça repose la question, François, des références, des renvois que vous citiez. C'est là où aussi on a beaucoup de questions de nos clients. Quel est le juste équilibre avec des renvois à d'autres parties du rapport de gestion, ou alors un document autoporteur qu'on va pouvoir utiliser dans des roadshows, dans des présentations à des clients ou à d'autres acteurs? C'est une vraie, merci, c'est une vraie question. On se disait en préparant ce rendez-vous avec certains d'entre vous que les entreprises qui faisaient déjà un URD, qui avaient déjà une DPF, avaient en quelque sorte de la chance parce qu'il y a toute une partie de ces informations du rapport de durabilité qui sont préexistantes au rapport, alors que les ETI, on va dire la deuxième vague des concernés par la CSRD, va devoir justement peut-être produire ce rapport autoportant où il va falloir produire beaucoup d'informations et on n'a pas forcément cette possibilité de faire des renvois avec d'autres parties du rapport. On parlait de conformité. La question suivante est un petit peu liée. Enfin, ça anticipe un peu la conformité puisque la question était « Pourquoi devrais-je penser au tagging dès maintenant ?» Thomas, est-ce que je dois rêver tagging? Est-ce que je dois lire le dictionnaire taxonomique avant de m'endormir? Pour être clair, tagging, c'est la partie digitalisation du rapport dans un format électronique imposé qui est utilisé pour les rapports financiers, qui peut faire peur, mais qui n'est pas si compliqué que ça, et qui permet de parler aux machines, hein, soyons clairs. Je viens d'entendre tout le monde dire que c'était bien de rajouter des images pour les lecteurs humains, et je suis un lecteur humain, donc j'apprécie. Mais quand on parle tagging, justement, il faut aussi
considérer que l'obligation, la conformité demande de pouvoir faire une lisibilité par les machines avec ce codage, et que typiquement une image, les machines ne les aiment pas beaucoup, donc il faudra penser à elles aussi. Et c'est pour ça qu'il faut penser dès à présent au tagging. C'est pas une obligation, enfin, la CSRD dit qu'il faut publier au format digital selon le règlement ESEF, et le règlement ESEF dit qu'il faut utiliser un dictionnaire taxonomique, mais n'a pas été modifié pour que le dictionnaire taxonomique inclut les éléments de durabilité. Donc, dans les faits, il n'y a rien à baliser pour le moment, et l'ESMA a prévu une consultation pour mettre ça en œuvre, et tout le monde espère que ce sera progressif pour que ce soit fait de façon la plus intelligente, progressive possible et efficace possible. Si on demande tout de suite une exigence maximale, on risque d'avoir beaucoup d'erreurs, et ce sera peut-être pas mieux que demander une exigence raisonnable. Mais néanmoins, comme on le disait, penser au tagging, il faut penser qu'à un moment, les machines vont devoir lire ce rapport, et que ça fait partie du dispositif qui est prévu dans les obligations de conformité, que les commissaires aux comptes vont mettre aussi un avis sur cet aspect-là. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas juste une validation technique, mais aussi une validation dans un dialogue avec un commissaire aux comptes. Donc, il y aura un travail à prévoir. Et tant qu'à commencer une rédaction, autant utiliser le vocabulaire dont on sait qu'il sera compréhensible par tous. Et quand on a une taxonomie, une taxonomie technique XBRL, c'est un dictionnaire. Donc, si on va utiliser des mots qui ne sont pas au dictionnaire, fatalement, il va falloir passer du temps à rédiger, à retraduire. Si par contre, on se base déjà, on prend déjà connaissance de ce qui a été publié, puisque l'EFRAG a sorti ce dictionnaire, il est disponible, on peut être sûr qu'on exprime un maximum de choses dans la façon dont c'est attendu, et qu'on sera à terme compréhensible par tous. Donc, je ne dis pas rêver tagging, même moi qui en fais beaucoup, j'ai arrêté d'en rêver, mais en tout cas prendre en compte que ça va venir, ne pas complètement s'en désintéresser en disant c'est pas l'actualité, c'est pas la conformité, donc je ne vais pas regarder, parce qu'on risque de partir dans des choses qu'on rédige et qu'il faut refaire. C'est toujours désagréable de refaire ou de devoir rédiger. Donc, prendre en compte cet aspect, sachant qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont avec des points d'interrogation, donc il ne faut pas non plus s'enfermer derrière la technologie, et commencer à regarder ce domaine-là et à penser au lecteur machine. Aussi, on parlait des plus petits assujettis, ceux qui n'ont encore rien. L'avantage d'avoir un dictionnaire et d'avoir aussi une taxonomie qui est plus qu'un dictionnaire, c'est une sorte de formulaire CERFA, on peut le regarder comme ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait le remplir comme ça, parce que je sens que certains vont me dire « Oh là là, c'est pas l'objectif ». Mais néanmoins, ça donne la liste des questions. Et donc, partir par ce point-là, pour certains, c'est parfois plus facile que de partir de la norme, de partir en gros des indicateurs à remplir, plutôt que de lire des normes et de deviner les indicateurs. Donc, c'est aussi une préoccupation. Ce n'est pas juste une menace ou une difficulté. Le côté balisage électronique, ça peut aussi être un guide. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de quand même penser tagging, à défaut d'en rêver. Et à défaut de penser tagging ou de rêver tagging, est-ce qu'on peut penser au tagger aussi, donc à la personne qui va devoir faire le lien entre ce dictionnaire taxonomique et le texte? On a vu dans notre étude qu'il y avait seulement 2 entreprises qui avaient précisé la nomenclature au moins des disclosure requirements dans le cadre dans le texte du rapport de durabilité. Pour nous, ça semble être une bonne pratique, à la fois pour le lecteur aujourd'hui et pour le tagger demain, de lui dire si tu cherches tous les éléments Gov1, ils sont ici, IRO 2, c'est là, SVM 3, etc. Est-ce que, comment on peut faire pour faciliter justement ce futur travail du tagger? Et après, je vais finir ma question et te laisser la parole, mais d'un point de vue production de ces URD, on se dit que ça va prendre 10 jours, qu'il va falloir décaler le dépôt AMF de 10 jours, le temps d'aller localiser toutes ces balises l'année prochaine. Les choses s'anticipent, donc c'est pas quand on a fini de rédiger qu'il faut se dire comment je viens regarder le côté digital. Bon, on n'est pas dans l'exigence l'année prochaine encore, donc cette année, on peut encore éviter ces 10 jours. Les années suivantes, il faudra les anticiper. Donc, comme on l'a fait beaucoup avec Labrador et les émetteurs qui sont assujettis sur l'aspect IFRS, il y a toujours eu des réflexions en amont pour que, quand tout sort, tout soit déjà prévu. Avec les commissaires aux comptes, que tout soit déjà discuté pour que le temps de publication, on n'ait plus qu'à mettre à jour éventuellement.
Et puis, quand même, une règle, hein, on a une réalité, c'est un discours que je relais de l'EFRAG et on fait quand même des exercices de tagging. Il y a une réalité, c'est joli de rédiger des choses qui sont complètement dans l'ordre où on veut les dire. Il y a un exercice de conformité. Alors, Romain a insisté sur le fait qu'il y a différents canaux, et donc il y a des canaux où on est totalement libre. Il y a un canal où on est un petit peu plus contraint, c'est le rapport de durabilité du fait de ce digital, et les gens qui font de la poésie, elle est difficile à baliser, quoi qu'on fasse. Elle est parfois plus agréable à lire. On peut manier les deux, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs canaux, mais soit on fait effectivement une sorte de table de correspondance, et c'est ce qu'on fait en amont quand il faut faire l'exercice de transmission électronique, soit on écrit dans l'ordre où c'est attendu, et fatalement l'exercice est plus facile. C'était une des recommandations de l'ESMA, d'être taxonomie centrée au moment de rédiger ses premiers rapports. Catherine, je serais curieux de vous entendre sur ce sujet-là, savoir si vous avez déjà cette taxonomie en tête dans votre travail d'auditeur, d'auditrice. D'abord, je voudrais donner la parole à Romain, puisque chez Bureau Veritas, vous avez fait le choix, a priori, de faire cet exercice à blanc à plus ou moins court terme. Pourquoi se lancer là-dedans alors que c'est pas encore obligatoire? Ouais, je vous remercie. Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Je vous rassure, effectivement, j'en rêve pas la nuit. C'est assez contraignant, mais j'y vois malgré tout 3 avantages. Déjà, une amélioration dans la transparence. Ça rend la formation plus accessible et plus compréhensible. Ça, c'est indéniable. Et ça permet une cohérence aussi entre les différents rapports, les périodes, qui améliorent la fiabilité de la donnée. Et le dernier élément, c'est que ça, vous l'avez déjà dit, ça simplifie largement le processus d'audit. Et voilà les raisons pour lesquelles on s'est lancé. Catherine, vous souscrivez à la simplification du processus? Je souscris à ces démarches d'anticipation. De notre côté, néanmoins, cette année, vous le savez, il n'y a pas d'obligation de vérifier en fait ce tagging. Ce sera applicable pour la seconde année, donc pour la clôture 2025. Donc, on n'envisage pas pour cette année des travaux spécifiques sur le tagging. En revanche, on est aux côtés de nos clients pour répondre aux questions pratiques, opérationnelles et aux attentes qu'on pourra avoir l'année prochaine. Mais pas de revue de conformité cette année. D'accord. Et d'autant plus qu'on attend un certain nombre de règles sur la partie, ne serait-ce que la partie technique. Thomas, je crois qu'on est encore un peu dans l'expectative. Oui, il y a encore du travail côté régulateur. Je voudrais néanmoins dire que mes collègues analystes comptent beaucoup sur les commissaires aux comptes pour vérifier ce tagging, et qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet, les commissaires aux comptes ont sans doute un appel du pied. Appel entendu, Martine. Je rebondis un tout petit peu avant de passer à la question suivante sur une question qui nous a été posée dans le chat. Sur les infos qu'on souhaite discloser en mode volontaire, non couvertes par un data point matériel, où est-ce qu'on les range sur le site internet? Point d'interrogation. Romain, concrètement, vous, c'était sur le site internet ou sur ces brochures climat ou d'autres publications, mais pas dans le rapport de durabilité. Non, tout à fait. On a un lien dédié sur notre site internet qui permet de lister à la fois nos politiques et nos engagements en matière de durabilité. Oui, tout à fait. Merci. On va rester sur vous, Catherine, avec les échanges avec les CAC, puisque la question est, j'espère qu'elle ne vexera personne, mais comment faire pour limiter les échanges avec les CAC avant le dépôt et éviter les réserves sur le rapport? Alors, je crains que limiter les échanges avec les CAC cette année, ça va être un peu challenging. Je ne crois pas qu'on y parvienne, pour être totalement
transparent avec vous tous aujourd'hui. En revanche, on doit pouvoir faciliter ce process d'audit. Ça, c'est essentiel. Et ça fonctionnera si on s'inscrit vraiment dans une démarche de co-construction. C'est pas que des mots. C'est-à-dire qu'on le voit, Thomas le disait, l'encre des textes n'est pas encore sèche. Sur notre méthodologie d'audit, nous, on n'a même pas encore le corps de normes. Donc, si vous voulez, on apprend en marchant avec nos clients. Donc, c'est important déjà dans la façon de fonctionner avec vos commissaires aux comptes, d'être dans cet état d'esprit. En tout cas, c'est l'état d'esprit qu'on essaye de porter aussi de notre côté. Il y a un vrai enjeu que je note dès cette année, c'est un besoin de sensibiliser et de former les contributeurs. On change quand même complètement de dimension aujourd'hui dans l'audit de durabilité, avec un niveau d'exigence accru vis-à-vis de contributeurs qui jusque-là étaient quand même assez peu exposés à ces questions d'audit. Et on est parfois dans un choc de culture, entre le choc de la culture d'audit et de la finance et le choc de la culture de durabilité. Donc pour moi, ça passe par beaucoup de pédagogie au sein des entreprises, avec des fonctions qui étaient moins soumises à ces questionnements, parfois d'auditeurs, ces enjeux de traçabilité, ces enjeux de contrôle interne, de process, d'outils, de systèmes d'information. Donc ça veut dire qu'il faut former les équipes. Alors je vais citer quelques équipes avec qui on va davantage travailler cette année. Par exemple, les équipes achats, les équipes ressources humaines. Vraiment anticiper l'intervention de vos auditeurs. Prévoyez des réunions de formation, de sensibilisation, d'explication avant, je pense, avec l'ensemble de ces personnes qui vont être clés dans le dispositif d'audit de durabilité. Avec vraiment cette approche transverse qu'on avait beaucoup moins. Moi, je l'observe dans les échanges que je peux avoir avec mes clients. Jusqu'à aujourd'hui, sur les audits de durabilité, on était principalement en contact avec les directions développement durable, un petit peu les directions financières. Là, on se rend compte qu'on va être en contact avec toutes les directions stratégiques et aussi avec le comité d'audit. Donc ça, c'est quelque chose qui convient également d'anticiper. Moi, j'interviens maintenant très fréquemment en tant que signataire au comité d'audit pour rassurer les administrateurs, rappeler le process, rappeler le niveau d'exigence, rappeler la responsabilité aussi des instances de gouvernance. Donc ça, il faut bien l'intégrer dans le calendrier avec vos auditeurs pour bien fixer les différents jalons, les différents points clés d'échange avec les instances de gouvernance. Il y a une vraie question d'acculturation des contributeurs, mais, et vous le rappeliez aussi, des instances dirigeantes pour comprendre les tenants et les aboutissants de la norme, qu'on se rende compte que ce n'est pas juste un énième exercice de reporting, mais que ça doit les toucher directement, évidemment, le comité d'audit, mais tout le conseil d'administration. Il y a un gros enjeu stratégique et finalement de futur de l'entreprise, de se dire comment on fait pour que notre modèle d'affaires soit encore viable dans les années à venir. Ça, c'est une vraie inquiétude chez certains, peut-être plus dans les petites sociétés, enfin les plus petites structures de comité de direction ou de conseil qui ne prennent pas vraiment le sujet à temps, on va dire. Vous, Romain, au contraire, vous avez pris le sujet en avance de phase. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez fait? Alors, déjà, je dérive un petit peu de la question des CAC, mais comment cette décision de passer au rapport de durabilité a été faite? Est-ce qu'elle a été portée par votre direction RSE ou c'est quelque chose qu'il a fallu aller défendre au conseil d'administration ou au comité RSE? Et puis après, comment vous êtes organisé avec vos commissaires aux comptes pour justement réussir à faire cet exercice un peu hybride, puisque c'était encore une DPEF et que vous avez choisi de structurer en rapport de durabilité? Pour répondre à votre première question, déjà la transparence est plutôt dans l'ADN de Bureau Veritas, donc on avait à cœur de faire partie des best in class pour ce reporting. Donc on a effectivement entrepris les travaux dès l'année dernière. Pour répondre à la question comment limiter les échanges, je ne pense pas qu'il faille les limiter. Il faut les cadencer et anticiper au maximum. C'est ce qu'on a fait. Je vais vous donner un exemple. Nous, dans le cadre de notre analyse des IRO, donc l'analyse de double matérialité, on a sollicité les CAC, on les a fait participer à nos ateliers. Donc, ils ont participé à l'ensemble des ateliers avec l'ensemble des directions. Et vous faisiez référence, Catherine, direction juridique, des achats, HR,
l'ensemble des directions, ce qui leur a permis de s'approprier les sujets et de nous conforter dans le fait que notre analyse était conforme à leurs attentes. Ensuite, il faut rassurer un peu tout le monde dans le sens où le sujet est nouveau pour nous, contributeurs, mais aussi pour les CAC. Et donc, il faut avoir en tête cette notion de progressivité. Ils sont là pour nous accompagner, pas nécessairement pour nous juger. Voilà. Donc, anticipation, clarifier les zones d'ambiguïté dès l'analyse des IRO, primordial, pour éviter toute mauvaise surprise lors de l'émission du rapport. Voilà, il ne faut pas quitter des yeux la finalité de la CSRD, qui est quand même de mesurer la transition. Je peux vous donner peut-être 3 exemples sur lesquels nous, on a un peu travaillé avec nos CAC en amont, certains sujets qui étaient de notre point de vue ambigus. Sur le reporting CO2, par exemple, vous avez cette notion de temporalité qui doit être alignée à la temporalité de l'information financière. On avait un certain délai relatif à la réception des factures d'énergie, notamment. C'est bien d'anticiper ce type de sujet. La notion de travailleur non salarié a été un sujet aussi avec nos CAC. Et si je devais en citer un dernier, c'est peut-être la notion de consumer et end users, dans la mesure où nous sommes une entreprise de services qui travaille essentiellement en B2B, donc on a assez peu de contacts ou de liens directs avec les consommateurs finaux. Et donc on s'est posé la question de notre incidence sur cette population, qui était pas triviale, je dirais. Donc voilà, pour répondre à votre question, tous ces points-là ont été un peu balayés en première phase, au courant de l'été. On a ensuite rediscuté de la structure et du contenu du rapport, mais on y va vraiment de manière progressive et transparente avec nos CAC pour nous assurer que 80% du job est conforme et OK pour eux dès le mois de décembre. Et justement, ça me fait rebondir sur un point sur l'organisation, alors plutôt côté CAC, du coup. On s'attend à avoir, puisque le comité d'audit doit se positionner, normalement le comité d'audit doit se positionner sur le rapport de durabilité, il a lieu relativement tôt par rapport aux publications des DPEF qui étaient, on va dire à peu près à mi-février par rapport aux DPEF qui pouvaient être courant mars. Quel est le calendrier idéal de votre point de vue, Catherine, pour justement anticiper et ne pas se retrouver dans un goulot d'étranglement en janvier, fin janvier, début février, avant ces échéances? Le mot d'ordre, c'est vraiment l'anticipation, ce qu'on vient d'évoquer. Donc, anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de travaux qui peuvent être conduits rapidement, dès maintenant. Nous, aujourd'hui, on est déjà chez un certain nombre de nos clients pour revoir les procédures de reporting, pour revoir les politiques clés sur les thématiques matérielles. Donc ça, c'est pour moi vraiment le point essentiel en termes de cadencement. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire des audits aussi sur site, comme on le fait d'ores et déjà pour un certain nombre d'acteurs, mais de les faire à une date qu'on appelle de pré-closing, c'est-à-dire à mi-année ou au 30 septembre, pour limiter un maximum les travaux au mois de janvier et s'assurer qu'on sera à même de donner nos conclusions dans le calendrier financier. Pour ça suppose effectivement, côté émetteur, d'être prêt. Et pour nous, la clé, ça va être aussi d'avoir le premier projet de rapport de durabilité le plus tôt possible. Là, moi, j'ai un certain nombre d'acteurs qui m'ont déjà fourni un premier projet de rapport, uniquement avec le qualitatif. On n'a pas encore les données quantitatives, naturellement. Mais au moins, ça nous permet, nous, de cibler les travaux sur les informations les plus matérielles, puis à nouveau de travailler main dans la main avec nos clients pour identifier éventuellement des zones de faiblesse sur lesquelles il va falloir travailler avant la clôture. Merci beaucoup. Alors, ça anticipe sur un certain nombre de questions, mais on pourra y revenir. La question suivante était plutôt, on va dire, normative, et c'était: doit-on traiter différemment le E, le S et le G? Et c'est vrai que dans les textes, c'est pas tout à fait structuré de la même manière. Donc, je serais curieux d'avoir votre avis sur la question, Catherine, et on enchaînera peut-être avec Thomas, puisque tu avais l'air de me dire que côté taxonomie, c'était pas tout à fait la même chose.
Alors peut-être pour donner une réponse de principe, avant de laisser la parole à Thomas, c'est que c'est vraiment l'esprit de ce texte, c'est d'avoir une approche holistique sur les enjeux de durabilité. Donc ma première réponse, c'est non, il n'y a absolument aucune raison de traiter différemment, par exemple, les enjeux environnementaux versus les enjeux sociaux ou de gouvernance. Dans ces démarches toujours de double matérialité, c'est en se concentrant sur les thématiques qui sont matérielles pour vous. Donc à partir de là, une fois qu'on a structuré cette matrice de matérialité et identifié les sujets clés, dans la démarche de structuration de l'information, on doit avoir exactement le même niveau d'exigence, à l'exception peut-être, bien sûr, des enjeux sur la chaîne de valeur, on pourra y revenir plus tard, où là, il y a ce qu'on appelle une phase-in, c'est-à-dire des dispositifs transitoires qui permettent aux entreprises de prendre le temps de structurer, de fiabiliser. Mais sur le principe, à partir du moment où la thématique ou la sous-thématique est matérielle, on doit apporter, bien sûr, le même niveau de qualité à l'information qui sera publiée. Merci. Je reste un tout petit peu avec Catherine Thomas, désolé. Sur la structuration des textes, même dans la norme, j'ai l'impression qu'on ne demande pas exactement le même niveau de disclosure, ce qui n'est pas un mot français, mais oui. Sur les différents data points, sur ces points-là. Comment on peut le traiter dans notre plan ? Je pense qu'on ne demande pas le même niveau parce qu'à nouveau, les FRAG et la Commission européenne ont entendu l'appel au pragmatisme d'un certain nombre d'entreprises et on sait qu'il y a des thématiques qui sont aujourd'hui plus matures que d'autres. On voit notamment sur la norme E1, sur le climat, où on a un niveau d'information attendu très élevé. Mais effectivement, c'est pas seulement une demande de l'EFRAG, c'est avant tout une demande de la société civile et des parties prenantes de l'entreprise. Versus des thématiques qui sont plus récentes, même si les enjeux existent depuis très longtemps. Et là, je vais reprendre l'exemple de la biodiversité, où dans les niveaux d'information attendus, on ne sera pas du tout sur ce même niveau de détail ou de granularité. Donc voilà, donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment, à nouveau, je reviens sur ma question de matérialité, et après, dans la structuration, il y a pour moi pas, en tout cas, je ne perçois pas de difficulté chez nos clients dans la différenciation des attendus par la norme. Mais je suis moins sur l'aspect tagging, et là, je passerai volontiers la parole à Thomas. Sur l'aspect tagging, on peut dire qu'il n'y a pas de différence puisque c'est la même démarche qui a été appliquée à l'ensemble des éléments sur les normes. À partir du moment où il y a un DR ou AR, donc techniquement un data point, on crée le tag et permet de baliser. Donc, je resterai sur la première réponse de Catherine, de dire la norme, elle considère les trois domaines de la même façon et sont donc traités aussi en termes de publication et de publication électronique exactement de la même façon. Avec un petit bémol quand même, c'est qu'il y a eu un travail de convergence avec les démarches internationales et on sait que sur certaines démarches internationales, il y a eu un focus plus important qui a été mis sur le climat pour des raisons de pragmatisme ou d'urgence. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu plus dans la norme comme dans le modèle, dans la taxonomie, un petit peu plus de détails ou un petit peu plus de redondance ou de possibilités, ou on peut le dire, comme ça a été dit par Catherine, de maturité, ce qui permet de faire plus de granularité. Mais en termes de digitalisation, on digitalise de la même façon, ESG, c'est néanmoins l'analyse de matérialité qui va aussi donner quand même le ton dans ce sur quoi on s'apesante plus ou moins sur les choses. Mais en digital, tout doit être accessible et lisible. C'est bien le principe, c'est même une information éventuellement qui peut paraître moins importante dans une partie texte, il faut y accéder aussi facilement sur ces aspects. Martine, sur ces sujets-là, vous attendez, vous connaissez déjà un petit peu les publications des émetteurs. On sait que, justement, on parlait de E1, on a déjà beaucoup d'informations là-dessus. La France est plutôt en avance sur un certain nombre de thématiques. On parlait du social aussi, où par rapport à nos voisins européens, c'est un sujet sur lequel les entreprises planchent depuis certaines années. Vous vous attendez, vous, à avoir vraiment un degré de publication différent selon ce E, ce S et ce G, ou en tout cas la première année,
ou vous pensez que les entreprises vont réussir à avoir un traitement, on va dire, équivalent de toutes ces normes? Alors, il serait bien que les entreprises puissent avoir un traitement équivalent. Pourquoi? Il faut penser aux utilisateurs et au fait que les investisseurs eux-mêmes doivent faire un reporting sur ces sujets-là. Donc, sur la base de vos reportings à vous. Si ils ne disposent pas des éléments, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une qui est, on fait des estimations. C'est de moins en moins accepté par les commissaires aux comptes. Bon, vous comprenez pourquoi. Mais il y a une autre possibilité qui est là et très dommageable, c'est que les investisseurs désinvestissent. Donc, c'est bien d'avoir la même information. Et effectivement, quand nous avons préparé cette réunion, j'ai dit à François que les sociétés françaises ont beaucoup de chance parce qu'elles sont en avance, mais elles ne s'en rendent pas compte. Elles sont en avance sur le sujet social, évidemment, et elles sont en avance parce que le fait que les grandes sociétés aient eu à faire un DPEF fait que tout le monde est un petit peu dans cet esprit, dans cette culture, à baigner dans cette culture, ne serait-ce qu'en lisant un peu la presse, de l'extra-financier. Et toutes les sociétés européennes n'ont pas cette chance. Il faut s'en rendre compte, nos sociétés françaises ont un avantage concurrentiel, alors qu'elles surfent là-dessus. Merci Martine. On abordait le point un tout petit peu avant de la chaîne de valeur. C'était une des questions qui a monté aussi. Et je vais vous laisser la parole, Martine. Jusqu'où aller dans le mapping de ma chaîne de valeur? C'est vrai que c'est une vraie question qui est parfois sujette à interprétation. Alors, d'une part, quelle est la vôtre? Et puis, un premier chiffre dans le SBF 120, on a vu seulement 7 entreprises qui présentaient leur chaîne de valeur. Donc, est-ce que c'est par méconnaissance, j'imagine que ce n'est pas par méconnaissance de leur propre chaîne de valeur, mais j'imagine que la question est plutôt où est-ce que je commence, où est-ce que je m'arrête dans ce mapping, on va dire. Alors, merci beaucoup pour la question. Pour les questions réglementaires, je laisserai le sujet à Catherine. Pour la question de l'utilisateur, je vais vous faire une réponse de bon sens qui est évidemment, il faut avoir parlé du premier cercle, hein, essayer d'avoir d'avoir ce minimum d'informations, dire de toute façon, indiquer ce que l'on a fait, et puis jusqu'où on s'est senti à peu près d'équerre. Et surtout, si possible, aborder les sujets difficiles. C'est-à-dire que si vous avez dans votre chaîne de valeur un sujet qui est franchement pas évident, ne le mettez pas de côté pour les prochaines années. Essayez de traiter déjà en disant là, on s'en arrête là pour une question de fiabilité de l'information. Mais abordez-le. Hein, c'est un sujet sur lequel, dans tous les groupes de travail sur CSRD, on s'est écharpé. Parce que d'autres utilisateurs voulaient énormément d'informations. L'analyste ne veut pas être pris par surprise et découvrir un problème qu'il aurait dû anticiper. Donc, on est là-dessus, main dans la main, avec l'ensemble des sociétés. Mais je passe la parole à Catherine. Merci Martine. Merci Martine. Oui, peut-être pour compléter sous le prisme réglementaire, ce qui est attendu sur la chaîne de valeur,
je vais repartir à nouveau de la double matérialité. Dans l'analyse des enjeux qui sont matériels pour vous, il est essentiel d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et de se poser finalement les bonnes questions qui dépassent largement les opérations propres de l'entreprise. Quand on parle de risques climatiques, par exemple, de risques physiques, si on n'intègre pas, par exemple, la résilience des fournisseurs et sous-traitants jusqu'à la matière première, on expose le groupe à des risques accrus. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment fondamental, mais on voit qu'on est davantage dans des réflexions stratégiques, de résilience, que dans des sujets de reporting à ce niveau-là. Maintenant, vous allez me poser la question de la donnée à produire sur ces chaînes de valeur et jusqu'où on va. C'est souvent des débats, d'ailleurs, qu'on a déjà eu. Martine le disait, on a cette longueur d'avance en France, et notamment avec la loi sur le devoir de vigilance, sur lesquels les entreprises ont déjà travaillé, ont travaillé sur des enjeux droits humains, des enjeux environnementaux, sur leur chaîne de valeur, au-delà du rang 1, mais en se concentrant vraiment sur les chaînes de valeur à risque. Donc, pour un groupe agroalimentaire, ça ne va pas être de traiter, par exemple, l'ensemble des fournisseurs, mais de cibler ceux qui sont à risque sur un certain nombre de thématiques. Donc, c'est exactement cette même démarche qui est demandée, avec à nouveau ce pragmatisme qui a été pris en compte par les FRAC dans la démarche, où on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils. On n'a pas les données sur la chaîne de valeur. Donc, il y a un certain nombre de phase-in, de dispositifs transitoires qui permettent aux entreprises d'avancer pas à pas. On le voit si je prends l'exemple de la norme S1 sur les collaborateurs. Vous le savez, on va intégrer dans la définition des collaborateurs, on va intégrer des effectifs non salariés. Donc, des effectifs non salariés, ça peut être des indépendants, des intérimaires, sur lesquels aujourd'hui, la majorité de nos clients n'ont pas l'information, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intégrés dans les SIRH. Donc, il faut du temps pour ça. Donc là, on a des années de transition. Donc, ma recommandation, ce serait vraiment d'identifier vraiment les sujets clés sur la chaîne de valeur, d'identifier là où il y a des manquements aujourd'hui, même si l'information n'est pas obligatoire dès cette année, et de réfléchir à la mise en place d'outils de collecte, à nouveau souvent avec la direction des achats, ou en partenariat avec d'autres acteurs. On voit de plus en plus d'initiatives intersectorielles pour justement créer des bases de données communes et être à même de répondre aux exigences et du régulateur et des auditeurs. Et je ne vous cache pas que pour nous, en tant que commissaire aux comptes, c'est aussi un enjeu d'être à même d'attester de la qualité des données sur la chaîne de valeur de nos clients. Donc, à nouveau, on est dans le même bateau, si je peux me permettre, et il faut qu'on anticipe et qu'on avance en toute transparence ensemble sur ces sujets. Et puis, il y a peut-être un enjeu aussi, vous parliez intersectoriel, mais de comparabilité. Enfin, il ne faut pas qu'un émetteur se retrouve à parler de sa chaîne de valeur et de s'arrêter avant le concurrent qui, lui, il sera allé un cran après. Parce que j'imagine que ça fait partie de discussions de groupes de travail sectoriels et peut-être des normes sectorielles qui vont un jour advenir, mais nous parlons, comme je ne l'ai pas rappelé en introduction, à l'état actuel des connaissances. Donc, cette conférence sera peut-être caduque l'année prochaine. Mais en tout cas, merci pour vos précisions là-dessus. Une question sur dans le chat sur les agences de notation et sur l'impact de la CSRD justement sur ces agences-là. On est extra-financière, évidemment. La normalisation du rapport est censée leur faciliter la vie et faciliter aussi la vie des émetteurs, puisqu'ils vont retrouver toute l'information sera au même endroit, public, comparable. Est-ce que vous voyez ce changement se faire dès l'année prochaine avec les premiers rapports de durabilité, ou on est sur un temps un peu plus long avant qu'on arrive à on va dire, à libérer de la bande passante des équipes RSE sur tous les reportings, tous les questionnaires qui peuvent avoir lieu. Je sais pas, Martine Alors, c'est difficile de répondre au nom des agences de notation. Disons, la collecte des informations chiffrées sera sans doute facilitée. Par contre, elle va susciter des questions d'ordre qualitatif et puis peut-être sur
une vérification de la compréhension des chiffres indiqués. Donc, il y aura un peu de bande passante libérée, mais peut-être pour le réutiliser sur autre chose. Mais normalement, ça doit faciliter la vie de tout le monde. Merci. Merci. Pardon, il y avait une autre question sur le nombre de pages, et comme c'est quelque chose qui est une préoccupation pour beaucoup, et en plus, j'ai notre contre-exemple de l'étude sur l'accroissement du nombre de pages autour de la table, j'en profite. La question portait sur la question portait sur le nombre de pages du rapport de durabilité par rapport à la DPEF. Je me permets de dire que la DPEF de l'année dernière de Bureau Veritas, structurée comme un rapport de durabilité, avait moins de pages que la DPEF de l'année d'avant, donc c'est pas forcément une fatalité. N'empêche que dans l'étude qu'on a menée, on a en moyenne 19 pages supplémentaires par rapport au DPEF N-1 pour les émetteurs qui ont fait une double matérialité ou qui ont structuré leur information en prenant les parties information générale E, S et G, et tout ceci sans l'étape de correspondance qui vont mécaniquement ajouter un peu de pages à ces rapports de durabilité. La question était, est-ce qu'on peut être synthétique dans le rapport de durabilité, faire un renvoi pour le détail vers un autre endroit comme le site internet? J'ai envie de dire que la réponse est non, puisqu'il faut que ça fasse partie du rapport de gestion, donc que ce soit. Mais vous êtes les experts, donc je vous laisse. Je vous vois acquiescer, donc ça me rassure sur ma connaissance des choses. On est d'accord qu'il faut que tout soit dans le rapport de durabilité. Catherine, peut-être? Oui, je confirme que tout doit être dans le rapport de gestion, en tout cas. Oui. Avec les renvois qu'on évoquait tout à l'heure vers d'autres sections du document d'enregistrement, ça c'est totalement possible. Mais le nombre de pages, moi je rejoins l'exemple que vous citez, je le vois chez un certain nombre de mes clients qui nous ont fourni un premier projet. On ne va pas nécessairement vers une augmentation du nombre de pages. À nouveau, on est dans un exercice de pertinence et de publication d'informations qui sont matérielles. Donc si on se concentre sur effectivement ce qui est matériel sur l'organisation, on peut tendre vers un nombre plus maîtrisé, on va dire, du nombre de pages. Moi, je le voyais chez un certain nombre d'acteurs où on avait quand même une superposition d'informations avec des DPEF qui faisaient déjà, pour certains acteurs du CAC 40, plus d'une centaine de pages, en fait. Parce qu'on intégrait les demandes successives des investisseurs, des analystes, et finalement, on perdait le fil. Alors, je trouve que cet exercice a justement permis de restructurer cette démarche et de donner plus de sens au rapport de durabilité. Sur les premiers exemples que j'ai vus, je ne peux pas faire de généralité, on verra dans quelques mois. C'est un peu l'analyse que l'on a aussi avec les quelques émetteurs avec lesquels on travaille sur le sujet. Ça permet de, on va dire, rationaliser le propos et de ne pas avoir ce palimpseste de loi NRE, Grenelle, DPEF, où là, on va du passé, faisons table rase, et puis on recommence un rapport à partir de cette analyse de double matérialité, et ça permet de synthétiser et de rendre le rapport peut-être en effet moins consommateur de place dans l'URD, parce que c'est vraiment la DPEF, pour avoir étudié les chiffres depuis quelques années, augmente d'une dizaine de pages par an sans qu'il y ait de nouvelles réglementations qui l'expliquent. Moi, je voulais peut-être juste réagir sur le mot page qui me choque toujours, puisque normalement, un rapport URD ou un rapport financier de durabilité est au format HTML, donc est prévu pour la page, pour le site web. Donc la notion de page va petit à petit disparaître. Bien sûr, on continue à réfléchir au nombre de pages, volume, etc. Donc tout ce qui a été dit, j'y souscris. Mais peut-être simplement pousser l'idée que même si on augmente l'information, on a aussi un autre format de visualisation. Et la réalité, c'est que de moins en moins d'entre nous ne lisent les choses sur papier, on les lit tous à l'écran. Et que donc dans la présentation aussi de l'information pour le lecteur, j'ai parlé des machines, mais parlons aussi des humains, puisque la digitalisation, elle implique aussi la vision humaine. Et le pari qui a été dit, c'est ça se lit à l'écran. Et donc peut-être le mot page, ou la réflexion autour de la page, est
un vieux réflexe qu'on va abandonner petit à petit pour réfléchir à quelque chose de plus dynamique. Et justement, l'information, elle peut être aussi structurée pour l'écran et présentée différemment. Donc la notion de renvoi peut être différente. Alors on est quand même contraint, on est dans un rapport réglementaire, donc on ne peut pas faire des liens dans tous les sens. Et quand on parle de site web, je n'ai pas dit que c'était un site web commercial, mais on a quand même des possibilités de technologie écran et de dynamisme écran qui ouvrent des nouvelles perspectives qu'on a encore très mal exploitées et qui peuvent aussi répondre à cette question de structuration de l'information ou du nombre de pages. Il y a des choses où on peut imaginer qu'on clique et on ouvre ou qu'on navigue plus facilement dans l'information, même si elle doit faire, là je souscris totalement, partie du même rapport, à la fois réglementairement et électroniquement, elle fera partie d'un seul fichier avec un seul point d'entrée si on veut très technique. Donc justement, on ne peut pas aller renvoyer vers des documents qui seraient ailleurs que le document principal. Absolument. Mais merci Thomas, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet que ce format HTML et dont le PDF n'est finalement qu'un livrable et même plus livrable réglementaire. Il nous reste 5 minutes pour aborder la dernière question qui en plus est assez, revient assez souvent. Dois-je communiquer sur des cibles pour l'ensemble des sujets, l'ensemble des enjeux matériels? Je donne la parole à Romain, puisque vous avez fait l'exercice. Comment est-ce que vous avez fait? J'imagine que vous êtes nécessaire de faire certains choix. Oui, tout à fait. Déjà, pour rebondir sur la question précédente, je pense que la notion pas de nombre de pages, mais de volumétrie, du coup, diffère, peut se poser, mais tout dépend de votre exercice de référence, en fait. Nous, ça a nécessité un réel balayage avec les contributeurs. Alors, ça en frustre certains, mais ce que Thomas a qualifié je crois, de poésie ou de prose, effectivement, on a dû un peu couper dans tout ça pour rendre l'information plus claire et lisible. Et nous, ça nous a effectivement permis de réduire de l'ordre de 20%, je crois, la volumétrie du rapport. Pour la deuxième question relative aux objectifs et cibles, donc effectivement, on a procédé à l'analyse de double matérialité via cette analyse des zéros qui nous a permis d'identifier nos éléments qualifiés de matériel et on s'est prêté ensuite à l'exercice du gap analysis, donc qui recense l'ensemble des DR et des data points que pour ma part j'ai balayé avec l'ensemble des directions pour savoir ce que l'on avait déjà un peu en boutique et ce qu'il était nécessaire de créer et d'appréhender. Encore une fois, donc ça peut faire peur au premier abord, mais et je pense que les CAC sont là aussi pour nous rassurer. Il y a quand même toujours cette notion de progressivité. On est sur un processus qui est graduel. Il faut savoir que nous, l'analyse des zéros a été faite en interne la première année, donc avec sollicitation des directions. On a décidé cette année 2024 de créer un comité des parties prenantes, donc auquel on a présenté nos analyses et qui nous permet un peu d'étayer à la fois l'analyse préliminaire qui a été effectuée l'année dernière, mais aussi les attentes, puisque nous avons l'année dernière interprété les attentes des parties prenantes. Là, on les sollicite réellement et les retours peuvent parfois différer. Donc, on a cette notion de progressivité. Donc, on a mis le curseur sur les objectifs qui nous paraissaient en tout cas primordiaux dès la première année. Il y en a certains qui nécessitent un déploiement et un chantier relativement conséquent. Et je pense notamment à ce qu'évoquait Catherine relatif aux freelancers qui ne sont pas dans le SIRH. C'est notre cas. Donc, on n'a pas de tracking précis pour l'instant de nos freelancers. En tout cas, pas de tracking qui permette d'obtenir une information qui soit disclosable dans la CSRD. Et donc, ça va nécessiter un chantier, surtout sur des groupes qui sont très décentralisés. Voilà. Je pense que ce que le rapport nous oblige, c'est une forme de transparence. Donc, si vous n'avez pas l'information, expliquez-le. Expliquez que c'est en cours, que ça nécessite un chantier et que progressivement, on va y arriver. Mais j'ai envie de dire que ce sera le mot de la fin. Progressivement, on va y arriver. Et collectivement, je pense que c'est ce qui peut résumer nos échanges aujourd'hui, de
de parler d'un point de vue émetteur aux autres contributeurs, à ces parties prenantes, d'embarquer les CAC, si on n'arrive pas à taxonomie, au moins de l'avoir un peu en tête, et puis de penser lecteur, tout simplement. C'est pas qu'un exercice de conformité. Il est 12h30, il y a eu des nombreuses questions auxquelles on n'a pas pu répondre, et je pense qu'on fera avec grande joie un épisode 2 à ce webinaire. Je remercie tous les intervenants de leur temps aujourd'hui et puis des échanges préalables. C'était vraiment très intéressant de mon point de vue. Alors, j'espère que ça a plu également à nos participants. Participants qui ont un petit sondage qui vient de popper en bas à droite, donc vous pouvez y répondre. Vos réponses nous sont précieuses. Donc, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.